Je m'appelle Pierre Delion et je suis professeur des universités à Lille et pédopsychiatre et également psychanalyste. Et donc ce tableau de Tony Robert Fleury, Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés, me ravit parce qu'il évoque un moment de la psychiatrie, son début, qui s'est fait de façon tout à fait intéressante pour nous aujourd'hui. Notamment parce que Pinel, on pourrait dire, appuyé sur les épaules de ses pairs encyclopédistes, avait décidé que les fous, comme les autres, étaient des êtres qui devaient devenir des citoyens. Et donc il avait inventé à cet effet un concept qui va avoir grande utilité pour le 19e siècle, le concept de traitement moral. Et pour ma part, j'y vois la première forme de psychothérapie. Et alors je vois Pinel en train de libérer ces femmes qui sont attachées dans des boxes de prison, de cul de basse-fosse, d'endroits improbables dans lesquels on les maintenait enfermées. Et j'y vois finalement le symbole d'une libération de ces personnes très en difficulté sur le plan psychique, d'une libération qui va les faire rentrer dans le domaine de la médecine. Et Pinel, en tant que médecin, décide finalement que ces personnes qui étaient considérées comme des fous auparavant allaient devenir des malades mentaux. C'est vraiment lui qui a permis ce grand saut épistémologique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a, en faisant ce geste de les libérer de leur chaîne, il a comme présupposé fondamental que pour que quelqu'un puisse participer au traitement moral, c'est-à-dire pouvoir discuter avec Pinel assis confortablement, chacun sur une chaise en train de dialoguer de façon peut-être un peu socratique, c'est quelque chose qui n'est possible que si celui qui est en face de Pinel et qui est celui qu'il prétend ramener à la raison est libre de ses mouvements, de ses gestes et de sa parole. Et au fond, c'est la création d'un certain point de vue d'un premier espace démocratique dans les lieux où on reléguait les aliénés et les malades mentaux auparavant. Donc je crois qu'à ce titre-là, cette séquence est tout à fait essentielle parce qu'elle montre qu'en même temps qu'on considère le fou désormais comme un citoyen comme les autres, pour qu'il puisse participer au traitement moral et se sortir de sa folie par la raison, en même temps, il y a quelque chose qui va s'inaugurer là, qui n'est pas montré dans le tableau, mais qui a une très grande importance, c'est le fait qu'il ne peut pas faire ça tout seul s'il n'est pas entouré d'un certain nombre de gens qu'on voit un peu implicitement, qui vont devenir l'équipe soignante du devenir de cette première scène inaugurale. Et dans cette équipe soignante, il y a un personnage historique très important, qui est trop peu souvent cité, Jean-Baptiste Pussin, qui est un ancien interné lui-même, qui est devenu un soignant tout à fait hors pair et sur lequel Pinel s'appuiera pour vraiment, on pourrait dire, commencer à mettre en place les premiers maillons de la psychothérapie institutionnelle. Et évidemment, je serai amené à en reparler ultérieurement. Io mi ricordo Paolo, 5 anni fa, sua madre venne in provincia perché lo voleva ricoverare perché era pazzo, un bambino, immagino. E noi ci siamo rifiutati. Io per Paolo non sono d'accordo che si insista che Paolo vada a scuola. Paolo vuole un lavoro e vuole degli amici. Ma tu per essere contento cosa vorresti avere? Che mi lasciassero in pace. Io sono stato picchiato a sangue, ma non sono il primo. Sono testimone di tanti fatti e vorrei citarli tanti. Sono disposto a citarli purché questa gente ci facesse qualche cosa, perché almeno qualcuno pagasse il male che hanno fatto. Quanta gente avranno ucciso questa gente qui dentro? Ma è una parola, ma sono certo che più di una persona, più di 10, più di 20 sono stati uccisi in questo modo. Nel reparto sudici anche lì tutte donne legate, con la bava alla bocca, che ci mettevano il piatto per terra d'alluminio legate, mangiavano così, come facevano vedere a Trieste, sì, proprio poverina. Anche lì ne ho viste tante a morire, la Gasola, la mia compagna, sempre legata, anche lei è morta sotto la scuffia e il corpetto. Cet extrait du film de Bellocchio, Fou à délier, me rappelle évidemment mes débuts dans la psychiatrie dans les années 70 et quelques. Quand je commence à faire un stage en psychiatrie, je tombe dans un service où il y a un décor qui est réuni absolument extraordinaire. Je vais en prendre la mesure ultérieurement. C'est que tous les éléments pour mettre en place la psychiatrie de secteur sont là.
Et évidemment, cette psychiatrie-là, c'est une psychiatrie qui va nous permettre de réformer très profondément la psychiatrie asilaire à laquelle j'étais confronté. On a vu précédemment le tableau de Fleury, sur lequel on voit dans la partie droite tous ces gens qui sont attachés dans des cachots et qui sont finalement immobilisés dans leur folie. Eh bien, quand j'ai commencé à faire mon stage d'externe en psychiatrie, j'ai croisé à peu près ce genre de scénario. Et j'ai vu des personnes comme ça attachées contre les radiateurs avec des soignants qui n'en pouvaient mais dire aux médecins qui me faisaient visiter le service tout est en ordre, docteur. Ça voulait dire les gens sont attachés, font pas de bruit, n'ont pas de troubles du comportement apparent. On peut dire que tout est sous contrôle. Alors ça m'a profondément révulsé. D'ailleurs, j'ai demandé aux médecins qui me faisaient visiter si je pouvais faire une petite pause pour aller boire un café dans le village d'à côté, parce que j'étais décidé à fiche le camp le plus vite possible de cette expérience. Et puis dans la deuxième partie de la matinée, j'ai rencontré un certain nombre d'autres soignants qui participaient à cette aventure et qui ont réussi à me faire passer l'idée qu'on pouvait y faire quelque chose. Et là, d'un seul coup, j'ai senti que c'était vraiment le métier qui m'attendait. Alors c'est vrai que j'avais fait médecine parce que j'aimais beaucoup le médecin généraliste de mon village, dans la Sarthe, et que quand je suis arrivé en médecine, j'ai découvert les stages de médecine les uns après les autres, que les profs de médecine étaient des gens à l'époque qui étaient très très loin du malade, très très loin du peuple, on pourrait dire en général. Et alors je faisais médecine de façon un peu déprimée. Je me disais mais c'est pas vraiment ce métier que je voudrais faire. Comment se fait-il qu'ils ne s'intéressent pas aux gens qui soignent, qui prétendent soigner ? Et puis, dans un des stages que j'ai fait dans un service de réanimation médicale, j'ai rencontré un prof de médecine formidable, Philippe Alquier, qui, lui, m'a vraiment donné une autre impression de la médecine. Il m'a donné cette expérience incroyable. Une fois, pendant une visite, il y avait un externe qui faisait l'examen d'un patient qui était dans le coma et qui donc découvre le patient en retirant les draps, un peu comme ça, rapidement, pour l'examiner devant le patron qui suivait la visite. Et le patron s'arrête et lui dit « Écoute, je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'il est dans le coma que tu ne dois pas t'adresser à lui et le respecter d'un certain point de vue. Alors tu vas remettre les draps et puis tu vas lui dire « Voilà, je vais vous examiner, est-ce que vous m'autorisez à retirer les draps ?» Il ne va pas te répondre, mais c'est très important pour que tu comprennes ce que c'est que la relation humaine dans la relation médicale. Alors là, je dois dire que j'ai eu une révélation sur ce que la médecine pouvait être. Et quand je suis allé après faire psychiatrie, j'ai trouvé là vraiment des personnes qui s'intéressaient à l'humain dans le malade. Et pour moi, c'était très considérable comme révolution interne. Là, je me suis dit, je m'engage là-dedans. Et évidemment, je suis tombé dans un milieu dans lequel un certain nombre de choses extraordinaires étaient en train de se réaliser. La mise en place de la psychiatrie de secteur. Alors évidemment, le service que je décris avec des gens attachés contre les radiateurs, c'est absolument insoutenable. Mais en même temps qu'on a la charge d'un service dans lequel il y a des choses comme ça, c'est très important de se dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc mettre en place une autre solution. Et cette autre solution, c'est les concepts de la psychothérapie institutionnelle qui me l'ont fourni. Et on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Tosquelles, Doury et un certain nombre de gens dont je vais reparler évidemment, qui me semblent très importants pour comprendre ces affaires-là. Mais la mise en place de la psychiatrie de secteur, c'était aussi aller dans la cité, comme la doctrine de la psychiatrie de secteur qui avait été élaborée par Bonafé Tosquelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous y conduisait. Et alors aller dans la cité, pour moi, ça me semblait possible et même passionnant, à la condition que ce qu'on allait y dire soit authentique. C'est-à-dire, qu'y a-t-il pour votre service quand on est sur la place publique? C'était la consigne de Bonafé. Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question de façon authentique, il faut qu'on soit en train de changer aussi l'hôpital psychiatrique dans lequel on est par ailleurs responsable de l'ambiance de ce qui s'y passe avec les patients. Donc vous voyez, c'est un travail très très intéressant puisque finalement il s'agissait de mêler un peu les deux aspects, révolutionner l'intérieur de l'hôpital, en faire un endroit vivant, humain et soignant, et puis en même temps s'implanter dans l'extérieur de l'hôpital pour faire connaître à nos concitoyens une autre manière de répondre aux questions de la maladie mentale. Et c'est dans cette perspective qu'avec un certain nombre de soignants, dont une qui est devenue importante dans le milieu de la psychothérapie institutionnelle, Madeleine à la Petite, on a comme ça, dans le secteur dont on avait la charge, fait un certain nombre de projections de films. Et il se trouve que le film de Marco Bellocchio nous a servi vraiment de film pour parler avec les gens des quartiers, des villages, de la souffrance psychique
et des manières dont on pouvait y répondre. Évidemment, ce film qui était un peu révolutionnaire lui-même, puisqu'il racontait un peu l'antipsychiatrie sous sa version italienne, était très intéressant pour pouvoir permettre aux gens de discuter de ce qu'ils voyaient dans le film, c'est-à-dire des situations d'aliénation sociale, mais en même temps sans laisser tomber une autre dimension qui apparaît aussi dans le film. On le voit par exemple, ce petit enfant qui parle pas beaucoup, mais qui dit quand même 2-3 choses importantes, ce type qui revendique beaucoup qu'il va falloir faire payer ceux qui ont tué, ceux qui sont morts, etc. On voit bien qu'il y a aussi une autre aliénation qui est une aliénation proprement psychopathologique et qu'il ne s'agit pas de traiter l'aliénation sociale seulement pour que ça évolue, la psychiatrie, il faut aussi s'intéresser à la question de l'aliénation psychopathologique, c'est-à-dire à la souffrance psychique personnelle de chaque individu en difficulté. Et au fond, la psychiatrie de secteur, dans sa dimension d'aller vers le socius pour rencontrer les gens avant qu'une décompensation psychiatrique émerge, c'était vraiment cette idée de faire de la prévention concrète un outil désormais disponible grâce à la psychiatrie de secteur. Ces cavaliers n'appartiennent à aucun club hippie. Ce sont plus simplement les pensionnaires d'un établissement psychiatrique, sans murs et sans grille, un asile où l'on a mis la camisole de force dans le placard aux souvenirs. Voici la Borde, un château, à 10 km de Blois, où vivent 105 malades. Le châtelain, le docteur Houry, explique très simplement la thérapeutique suivie depuis 25 ans. C'est d'arriver à démystifier ce qu'on peut appeler la maladie, pour que celle-ci soit prise comme quelque chose qui arrive comme ça dans l'existence de quelqu'un et qui ne soit pas une chose extraordinaire. Il y a beaucoup de malades qui savent très bien ce qu'il faut faire quand ils se sentent déprimés ou quand il arrive un état confusionnel. Ils prennent des médicaments, ils viennent nous voir, ils demandent à être hospitalisés. C'est de créer donc quelque chose d'utilitaire simplement dans la suite toujours trop longue de ce genre d'affection. La vie au château se résume en un mot, la confiance. Et pour les psychiatres, cela se traduit dans les faits par la prise en charge collective de tous les malades, des maladies ou des troubles de chacun. Une liberté totale donc pour les pensionnaires, occupés toute la journée par des travaux d'atelier. Et une remise en cause aussi permanente des rapports médecins-malades. Les infirmiers et les garçons de salle ont laissé la place au terme moniteur. Cette thérapeutique n'est pas nouvelle, la psychiatrie de secteur est née après la guerre, mais trop peu d'établissements la mettent en pratique aujourd'hui.
On ne parle pas d'art. Et là, nous venons d'avoir une expression fugitive, mais admirable, éternelle de ce qu'est l'art, par l'économie des moyens, par l'esthétisme, avec le minimum de choses. L'humanité passée à travers cet homme qui m'a bouleversé. J'ai pleuré tout le temps. Et je pense que de la vie à la mort, comme il l'a fait si bien, il a tout exprimé, des problèmes qui nous assaillent, qui nous font réfléchir, qui ne nous sont à aucun étrangers. Et en si peu de temps, il a réussi à boucler la boucle. Et je lui dis qu'il est le Picasso de la danse. Voilà. Bon, alors évidemment, ces documents qui m'émeuvent beaucoup me permettent de revoir Houry quand il avait un âge beaucoup plus jeune, alors qu'il vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Et je trouve assez intéressant qu'une émission aussi prestigieuse que celle d'Igor Barrère ait eu le souci d'aller filmer à la Borde ce qui se passait, parce que c'était vraiment, contrairement à ce qu'on pense des cliniques privées, c'est vraiment un endroit où, comme le disait Jean M, c'était le plus public des psychiatres privés qui était à l'œuvre. Et alors il mettait en place un système qui s'apparente finalement de façon tout à fait évidente au secteur, et il met en place un système dans lequel l'hospitalisation est un lieu dans lequel on accueille les gens, non pas pour les traiter sur le mode médical seulement, c'est très important que cette dimension soit tenue, mais aussi on les accueille pour les traiter humainement, de façon à ce qu'ils puissent retrouver dans leur déshérence psychopathologique, que ce soit des psychoses, des dépressions, enfin toutes les pathologies que Houry cite dans cet extrait, qui vont donc les conduire à se retrouver avec une maladie qui les rend passifs vis-à-vis du devenir de cette maladie. Et finalement, un des secrets sans doute de la psychothérapie institutionnelle, c'est de dire toi, malade mental, mon frère, tu viens dans un lieu dans lequel on va t'aider à retrouver une possibilité d'agir sur ton propre destin. Et alors évidemment, ce n'est pas des choses grandioses qu'on va faire, c'est donne-nous un coup de main pour la vaisselle, viens participer à des activités qui se passent. Et on voit que dans cette espèce de réanimation de la vie quotidienne, alors un certain nombre de patients vont retrouver des gestes, des habitudes, des coutumes, des rites qui les font réappartenir au monde humain dans lequel on peut échanger avec ses congénères. Mais on voit bien que dans ces extraits, il y a quelque chose qui est assez spécifique de la Borde et qui est malheureusement assez peu répandu, bien qu'un certain nombre d'autres aient essayé de le faire, c'est la contiguïté avec la question de l'art. L'art sous ses différentes formes. Là, on voit une manifestation théâtrale, une manifestation de danse par rapport à l'art, qui est avec un contrepoint musical qui est très touchant en même temps. Et on voit bien que à la Borde, c'est un endroit où cette catégorie de l'existence est tout à fait à part entière. On incite vraiment tous les patients à participer à un certain nombre d'activités concrètes, vie quotidienne, etc., mais aussi à des activités artistiques. Et alors, il ne s'agit pas de les transformer en artistes, ce n'est pas ça l'idée du tout. C'est de les faire à nouveau être en respiration avec le monde. Et d'un certain point de vue, on retrouve les vieilles légendes d'Épidore, être en rythme avec le monde. Je crois que la question de l'art se pose de cette manière-là. Et on voit bien que le patient qui va donner ce témoignage très, très émouvant qu'il a trouvé dans cette danse qui a été exécutée devant lui, qui va de la vie à la mort par cette personne, qu'il trouve un témoignage qui va lui permettre de dire ce que lui ne peut pas dire tout seul. Et on voit bien que c'est le fait qu'il assiste à ce spectacle qui lui permet de prendre conscience de ce qu'il traverse lui comme souffrance existentielle et qui est porté par l'artiste qu'il est en train de voir. Et on voit bien que c'est finalement une sorte de forme particulière de transfert qui est faite non pas sur le thérapeute habituel, mais qui est faite sur l'art et sur les artistes qui sont là avec les autres à partager finalement l'existence quotidienne. Alors c'est très important parce qu'évidemment, les gens ne se souviennent pas de ces choses-là, encore qu'on commence à le faire résurgir de façon plus importante sur le plan historique. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Toscaïs est à Saint-Alban, il est entouré par Bonafé, qui est un ami des surréalistes. Lui-même, Toscaïs est en contact avec Dali. Il y a un certain nombre de gens qui sont, comme Paul Éluard, Triton Tzara, etc., qui vont passer à Saint-Alban. Et on voit bien que cette proximité avec des artistes va aider ceux qui sont les acteurs du changement à Saint-Alban
à être plus sensible à une forme qui, depuis de Buffet, s'est appelée l'art brut, mais qui était déjà très présente à Saint-Alban. Forestier, Aimable Jaillet, tout un tas de gens qui étaient là en train de faire des œuvres pour pouvoir survivre dans leur continuité psychique, tout simplement, sont des gens qui ont été accueillis parce qu'il y avait considéré par Tosquelles et tous ses amis de l'époque l'art comme étant une matrice dans laquelle les gens pouvaient ressourcer leur souffrance psychique sous une autre forme. D'un certain point de vue, il s'agit de formes particulières de sublimation qui sont à l'œuvre. Et on peut dire que la psychothérapie intentionnelle est très importante parce qu'elle permet d'allier, à côté des progrès de la neuroscience, à côté des intérêts d'utiliser les médicaments à chaque fois que c'est nécessaire, à côté de l'intérêt de pouvoir utiliser la vie quotidienne comme étant un puissant moteur pour permettre aux patients de reprendre pied dans le monde, eh bien l'art est quelque chose de tout à fait considérable. Et on voit bien que, par exemple, le développement du musée de Lille, qui s'appelle le musée de l'art brut actuellement, au LAM, est quelque chose de très intéressant. Hier, j'étais dans un jury de thèse et il y avait un thésard qui s'appelle Christophe Boulanger, qui cherche sur la vie d'Aimable Jaillet, qui était à Saint-Alban hospitalisé, et qui a fait une thèse très intéressante pour montrer en quoi cet art brut est quand même un des éléments très importants de la psychothérapie institutionnelle, parce qu'il participe à la prise en charge. Alors, quand je parle de prise en charge, je fais allusion à ce que j'appelle la fonction phorique, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre sur ses épaules psychiques le patient avec toute sa souffrance. Et quand on est avec ce patient sur ses épaules psychiques, alors on se rend compte que certains montrent avec leur index l'art comme étant une des bouées possibles pour se sauver, alors que d'autres, c'est plutôt la cuisine, ou d'autres plutôt d'aller faire des séjours quelque part. Et c'est très important d'avoir, au fond, ces différentes facettes à sa disposition pour permettre au patient de nous montrer comment il veut composer le tableau de sa survie psychique. Et au fond, la psychothérapie intentionnelle, Oury disait souvent, c'est une tablature qu'on propose au patient pour qu'il puisse composer, au fond, sa propre guérison en utilisant toutes les personnes qui sont là pour l'aider à le faire. Je suis très heureux d'entendre ce chant par les petits chanteurs à la Croix de Bois que j'ai moi-même entendu dans la Sarthe quand j'étais élève de mon collège de jésuites. Et parce que ça m'évoque une histoire clinique absolument incroyable que je raconte souvent à mes étudiants, parce qu'elle me semble assez intéressante pour comprendre ce qui se joue dans le traitement des enfants autistes, notamment ceux qui sont le plus gravement atteints, ceux qu'on accueille dans nos services. J'avais la charge d'un petit garçon qui s'appelait Johan, qui était en permanence en train de se taper la tête contre le mur, contre le radiateur. Il avait une grosse cicatrice ici qu'on appelle une kéloïde, tellement il se fracassait le crâne comme ça. Absolument insupportable. Et les gens qui n'ont pas vécu le côtoiement de tels enfants peuvent raconter ce qu'ils veulent sur ces questions-là. Ils ne se rendent pas compte à quel point l'automutilation est un symptôme épouvantable de l'autisme très très grave. Et alors, on a décidé de faire des enveloppements à cet enfant-là, en accord avec les parents, évidemment. Et au bout de quelques semaines d'enveloppement, ces automutilations se sont notablement apaisées. Et puis, il s'est mis à changer de mode de réaction pathologique, de mode défensif. Plutôt que de faire des automutilations, il se mettait en hypertonie à certains moments de la journée. Et puis progressivement, on l'a vu se détendre et devenir un peu plus souple. Son corps devenait un peu plus malléable, il était plus tranquille quand il passait les seuils des portes. On voyait qu'il y avait quelque chose qui s'assouplissait en lui et ça se traduisait dans sa psychomotricité. Mais il était toujours dans le mutisme total. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'est mis à crier de façon assez importante, assez pénible pour les oreilles
des personnes qui étaient avec lui. Et puis, quelques temps plus tard, les enveloppements continuaient et il se met à présenter une petite lalation dans le packing. Il fait « ah là 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 », une petite lalation comme ça qui nous a beaucoup émus. Et alors, on parle avec les infirmiers avec qui je fais cet enveloppement et on discute. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, etc. Ben, il y a une infirmière qui dit « moi, ça me rappelle quand il est arrivé ici à l'hôpital, il aimait beaucoup une chanson qui s'appelle « Elle a ce petit je ne sais quoi ». Mais oui, mais là, tu vois, c'est pas... Et là, c'est là, 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 là. Et puis finalement, il finit par dire « Allah » très, très clairement. Et alors, on était tous très étonnés. On essaie de comprendre ce qui se passe. On n'y arrive pas. Donc, on fait une réunion avec tous les soignants qui s'occupaient de ce petit Johan. Et on essaie d'évoquer dans cette réunion tout ce qui nous agitait, dans les sentiments très, très contradictoires qu'on avait avec lui. Les uns étaient très, très dans l'espérance en disant « et ça avance, c'est en train d'aller mieux, il va finir par parler ». Et puis d'autres étaient très désespérés. D'autres disaient même, si ça continue, moi, je vais le foutre par la fenêtre parce que je n'en peux plus de voir cette évolution terrible. Et alors, on n'a pas trouvé dans cette réunion-là vraiment la solution. Et donc, puisque je voyais les parents le lendemain matin, on s'est dit, on va parler de ça avec les parents. On parle de ça avec les parents le lendemain matin et j'annonce aux parents que leur garçon a dit « Allah » dans le pack de la veille. Et alors la mère éclate en sanglots. Et son mari est lui-même très étonné de voir que son épouse se met dans cet état, alors qu'elle était plutôt habituellement un peu comme ça, avec un certain respect vis-à-vis du médical. Et alors j'attends qu'elle ait fini de pleurer. Quand elle a fini de pleurer, mais ça vous évoque manifestement quelque chose. Et alors elle me dit cette chose extraordinaire, elle me dit « À la Clairefontaine, c'est la seule chanson qu'il endormait quand il était petit ». Vous voyez, quand vous passez ce film à la Clairefontaine, évidemment, pour moi, c'est devenu une chose très, très émouvante, puisque ça me rappelle l'histoire de ce petit garçon qui a continué à évoluer, évidemment, de façon assez favorable, et pour lequel, évidemment, on a chanté assez souvent dans les enveloppements à la Clairefontaine. Et alors, évidemment, dans cette forme magnifique des petits chanteurs à la croix de bois, c'est remarquable. Mais on voit bien que ce qui comptait pour ce petit enfant-là, c'était le fait qu'il trouvait en lui, du fait de cet enveloppement, quelque chose qui lui ramenait des fragments de son histoire infantile et qu'il a pu quand même les exprimer dans le cadre du transfert très particulier que ce petit garçon a fait sur nous. Et je crois que c'est très important de voir que ces dispositifs, qui semblent être des dispositifs qui sont très décriés actuellement, sont des dispositifs qui en fait permettent de recueillir les fragments de l'histoire de l'enfant et de leur donner du sens. Et vous avez bien vu dans cet exemple que ce n'est pas nous qui avons trouvé le sens, c'est la mère elle-même qui a trouvé le sens de cet enfant. Et alors je crois que ça, c'est des expériences très importantes pour que ces enfants reprennent pied dans la relation humaine. Et finalement, plutôt que de continuer à être autistes, c'est-à-dire à éviter la relation avec l'autre, ils puissent reprendre confiance progressivement dans la relation avec l'autre grâce à cette espèce d'apprivoisement qui va se faire progressivement avec les gens qui s'occupent d'eux, mais aussi avec leur propre histoire, puisque là, dans cet exemple, c'est tout à fait une retrouvaille avec sa propre histoire dont il est question. Alors on voit bien que cette technique des enveloppements, qui est une technique, on pourrait dire, il n'y a pas de technique plus humanisante dans la psychiatrie qu'on a essayé de transformer au cours de toutes ces années. Il se trouve qu'il y a eu un phénomène, on pourrait dire médiatico-sociétal, je ne sais pas bien encore de quelle origine il est. Des chercheurs en sociologie comme Brigitte Chamac s'y emploient pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer là, pour que les gens fassent un procès pareil à cette technique. Il y a eu une sorte de dérapage absolument invraisemblable qui a conduit les gens à penser et à répandre dans les médias tout un tas de calomnies sur le fait qu'il s'agissait d'une pratique barbare, alors que vous voyez plutôt qu'il s'agit d'une pratique humanisante. Alors voilà, je pense que ça a suivi un chemin absolument vertigineux qui a conduit la Haute Autorité de Santé, dès 2012, à dire que le packing ne devait plus être pratiqué, sans savoir de quoi les experts de la Haute Autorité de Santé parlaient, parce que tous ceux qui en ont parlé ne pratiquaient pas le packing et ne savaient pas comment cette technique était exercée. Et puis ça a été progressivement démultiplié dans un certain nombre de journaux, d'articles, d'émissions, etc. Et le packing est devenu une chose hyper connue, alors que c'est utilisé de façon très très exceptionnelle avec les petits patients autistes.
Alors ça, c'est très, très étonnant. Et puis alors là, vraiment, on a eu droit à l'acmé ces derniers jours, puisque un projet de loi porté par un député de ma région des Hauts-de-France est arrivé sur le bureau de l'Assemblée. Un projet de loi qui avait des ambitions quand même un peu mégalomaniaques, puisqu'il s'agissait de supprimer la psychanalyse et le packing. Et Dieu merci, on pourrait dire, eh bien, ce projet de loi a été battu en brèche. Et pour l'instant, on peut penser qu'on a une certaine tranquillité pendant les quelques semaines et mois qui viennent. Et c'est très bien pour les enfants autistes. Nous vivons ici en France, en 2016, une crise sanitaire d'une ampleur inégalée. À titre d'exemple, et les chiffres viennent de votre ministère, Madame la Ministre, 10 000 enfants sont enfermés dans les hôpitaux de jour. L'ONU s'en offusque. Le Conseil de l'Europe nous a condamnés 5 fois pour mauvais traitement. Et le Conseil consultatif national d'éthique parle bien de maltraitance. La place de ces 10 000 enfants est à l'école. Je ne parle pas des 70 000 autres qui ne trouvent pas une situation guère plus enviable au sein d'établissements non adaptés ou encore qui attendent chez eux sans solution. Je ne peux cependant pas dire que les gouvernements successifs n'ont pas agi. Cependant, malgré les 3 plans autisme et malgré toute votre bonne volonté, Madame la Ministre, que je ne remets absolument pas en cause, et les déclarations courageuses qui ont été les vôtres, la situation, malheureusement, n'a pas suffisamment rapidement évolué sur le terrain, comme le dénonce un récent rapport de l'IGAS. Contrairement à ce que j'ai lu, il relève du Parlement de défendre les victimes de mauvaises pratiques par la réaffirmation des valeurs défendues par la représentation nationale. Ce n'est en rien totalitaire, mais c'est au contraire de notre responsabilité de vouloir interdire un choix inadapté et dangereux. Plusieurs députés de gauche ont d'ailleurs porté un amendement au dernier PLFSS pour que le hacking soit suspendu. Notre action est juste, et je vous invite à voter cette résolution pour que les personnes autistes soient enfin protégées. L'enjeu est capital, il s'agit de leur offrir une véritable perspective de vie digne et heureuse. Que les choses soient claires, nous ne menons pas un combat contre la psychanalyse. Si certains veulent y avoir un recours sur leur denier personnel, c'est leur problème. Par contre, mais bien sûr non, c'est trop facile de caricaturer notre position et on voit bien les manipulations dont nous sommes l'objet depuis quelques jours. Mais restons lucides et voyons les choses telles qu'elles sont. Par contre, je demande avec les familles que l'ensemble des moyens d'État soient affectés exclusivement au traitement dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée et que l'on cesse d'induire les familles en erreur et leur imposer des traitements dont elles ne veulent pas. Il y a urgence. Nous ne pouvons plus accepter l'enfermement des personnes autistes dans les hôpitaux régulièrement dénoncés par l'IGAS, les suicides de mères d'enfants autistes qui ne voient plus aucune issue, les agressions d'enfants autistes dans les écoles. N'attendons pas un procès de grande ampleur de la part des familles pour agir et s'entendre dire dans quelques mois, comme pour le Mediator ou l'amiante, nous le savions, pourquoi n'avons-nous rien fait? Un député canadien que je recevais il y a 1 an ici à l'Assemblée nationale, papa d'enfants autistes, me disait, après qu'il se soit renseigné pendant passant quelques jours dans notre pays sur la façon dont on traite les enfants autistes dans notre pays, il me dit « La France, c'est le Moyen-Âge ». Sortons aujourd'hui du Moyen-Âge dans le traitement de l'autisme et entrons enfin de plein pied avec vous dans le nouveau siècle et redonnons espoir aux familles. Merci. Bon, là, je crois que c'est une déclaration du député Fasquelle qui a été amplement critiquée par ses collègues députés. Et je crois que finalement, Denis Robillard a eu le dernier mot en le traitant de Lysenko au petit pied. Je crois que c'est vraiment des choses qui sont tout à fait outrées et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. De dire que les hôpitaux de jour sont des endroits où on enferme les enfants, ça ne correspond pas à la réalité. Et quand il parle du packing, il ne sait même pas de quoi il parle. Donc vraiment, je pense que c'est tout à fait indécent de tenir des discours démagogiques de ce niveau, alors qu'il y a des tas de parents qui militent en faveur de la psychiatrie que je représente avec mes collègues. Alors dans cette psychiatrie donc, qui est défendue par les psychiatres actuels du service public, notamment en matière d'autisme, mais c'est valable aussi pour la plupart des situations de graves pathologies, comme la schizophrénie chez les adultes, c'est l'idée donc de présenter un groupe de personnes qui sont des soignants qui vont accueillir donc un patient et lui proposer un certain nombre d'expériences qu'ils vont partager avec ce patient. Et alors on voit bien que dans la situation classique d'une souffrance, d'un névrosé comme vous et moi, on va voir une personne, on parle de nos difficultés et puis on se débrouille avec cette personne, ça y suffit amplement.
mais que dans les pathologies graves, ça a ceci de particulier qu'elles ont du mal à construire une relation suivie avec une seule personne. Et souvent, un enfant autiste va faire une expérience avec un premier soignant qu'il rencontre, et puis va en faire une deuxième avec un autre soignant qu'il rencontre. Et tous les soignants qui vont faire partie de son paysage ordinaire sont des gens qui vont appartenir à sa constellation. Et l'idée, c'est que, en fait, chacun de ceux qui appartiennent à cette constellation est une personne qui, d'un certain point de vue, représente une partie de cet enfant-là dans l'expérience qu'il a traversée avec lui. Par exemple, je pense à cet exemple qui m'a toujours semblé assez parlant, d'un petit garçon qui était accroché au tablier d'une personne qui fait la cuisine à l'hôpital de jour. Eh bien, on avait beau lui proposer d'aller avec telle et telle autre personne, il ne faisait pas des expériences avec d'autres personnes, il restait centré sur l'expérience avec cette personne-là. Donc quand on fait la réunion de la constellation, on invite donc la femme de ménage, la SH, à venir participer à cette réunion-là et à nous faire un peu part de ses sentiments à elle, de son vécu dans l'expérience partagée avec cet enfant. Et c'est parce qu'elle nous raconte un certain nombre de choses qu'on se dit on va utiliser cette personne en tout bien tout honneur pour qu'elle puisse nous aider à augmenter, on pourrait dire, la surface de réparation de ce petit garçon qui était accroché à son tablier. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir amener cet enfant dans d'autres activités dans lesquelles il va pouvoir partager d'autres expériences avec d'autres soignants. Et au bout d'un certain nombre de mois, cet enfant qui était centré sur une seule personne et qui était agrippé à son tablier et qui ne faisait rien d'autre, eh bien, s'est vu déployer un certain nombre d'autres expériences. Et en fait, le lieu dans lequel tout ça va prendre du sens, c'est la réunion des personnes de la constellation transférentielle, qui quelquefois d'ailleurs inclut les parents dans certains cas particuliers. Et c'est dans ce lieu-là que les expériences de chacun d'entre nous vont prendre du sens les unes par rapport aux autres, parce que toutes ces expériences font partie de cet enfant qui a des grandes difficultés à exprimer par la parole les difficultés qu'il traverse. Voilà, donc vous voyez, cette figure de la constellation transférentielle utilise les espaces de l'hôpital de jour, dans lequel les enfants ne sont pas enfermés, contrairement à ce qui est dit, mais dans lequel ils ont au contraire la liberté de circuler pour nous montrer comment ils construisent le monde chaque jour. Et c'est en pouvant les aider à faire cette construction plus solide qu'on les aide finalement à sortir de leur autisme. Alors je ne néglige pas du tout les dimensions qui concernent l'éducatif et le pédagogique, parce qu'évidemment, ça vient accroître l'efficacité thérapeutique. Et souvent, je présente un aphorisme, un peu comme ça, une assertion, qui est éducatif toujours, pédagogique si possible, et thérapeutique si nécessaire. Ça permet de conjuguer ces trois aspects très importants pour l'enfant autiste de façon variable en fonction de la situation de chaque enfant autiste. Et c'est ça qui me semble le plus important, c'est qu'on construise un costume sur mesure pour chaque enfant et qu'on s'éloigne des protocoles de prêt-à-porter qui seraient valables pour tout le monde, alors que tout le monde sait maintenant, aujourd'hui, que les autistes sont très différents les uns des autres. Donc, une sorte de mélange qui est fait par un certain nombre de gens qui parlent de ça comme s'ils connaissaient la question, alors que s'ils étaient en contact clinique avec ces enfants, ils ne diraient pas sans doute des choses de cet ordre-là. 2 fois tes textes ont été mis au théâtre, donc 2 fois tu les as entendus dits par des acteurs. Quel effet ça fait? Ça fait des étincelles. Ce qui m'épate, c'est l'absence absolue de faute d'orthographe. C'est très pragmatique ce que je dis, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même. C'est toujours c'est une des premières choses qu'on nous demande, mais c'est vrai qu'elle n'a pas appris et je ne peux pas répondre. Ouais, mais elle peut peut-être répondre. Vous lui lisiez des livres? Non. Non, je ne vais pas vous donner cette réponse-là, c'est non. Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? C'est une question un peu basique. Hein. En jouant chacun? En jouant avec chacun des espaces. Secret? Chacun des espaces secrets de mon corps né.
Cornichon. Et moi, j'ai pas... Le cornichon. Le cerveau. Son cornichon de cerveau. C'est effectivement sidérant. Je n'ai pas vu le film, donc je suis un peu embêté, mais je trouve que quand même c'est très très précieux d'avoir cette illustration parce qu'on voit bien que si on s'attache uniquement à l'apparence de cette jeune fille, on a l'impression qu'elle est sur une autre planète et puis que en fait, à propos de sidération, elle est dans une autre étoile, quoi, un petit peu comme le Petit Prince. Mais alors quand on voit les productions, effectivement, on est très très étonné de voir la qualité, le génie même sans doute de ces productions. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il me semble que ça peut vouloir dire qu'il y a la carapace autistique qui est ce qu'elle montre, et puis à l'intérieur, il y a un petit personnage qui est en train de vivre une vie sûrement avec des émotions très intenses et qu'elle est capable de les mettre en musique à sa manière, et elle, c'est le langage écrit. Et donc, ça montre par cet exemple qu'en fait, souvent, les autistes qui peuvent utiliser les cordes qu'ils ont à leur arc, certains c'est la musique, d'autres c'est le dessin, d'autres c'est la lecture, l'écriture, enfin des choses comme ça, eh bien, ils sont capables de nous montrer la personne qu'elle est à l'intérieur et qui vit le monde à sa manière. Mais alors, ce qui est très, très étonnant, c'est de voir que cette mère a quand même eu suffisamment confiance dans sa fille pour essayer de retrouver la petite fille qui est cachée derrière la carapace, qui, elle, est plutôt dissuasive. Et je pense que c'est le pari que font justement les pédopsychiatres et leurs équipes quand ils peuvent faire une alliance avec les parents, d'aller retrouver le petit enfant qui est très très affolé, très effrayé par le monde et qui se recroqueville à l'intérieur d'une carapace. Et il faut pouvoir faire en sorte que cette carapace s'ouvre. Alors dans ce cas-là, on voit qu'elle ne s'ouvre pas tellement, sinon par des détours. Dans les cas où on peut intervenir beaucoup plus précocement, évidemment, on arrive à faire que cette carapace s'ouvre et que ces enfants puissent développer une vie sociale minimale, qui est quand même une chose qu'on peut leur souhaiter. J'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte comme en pleine convulsion. C'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Cardés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est d'autre part en train de métamorphoser. Plus qu'à tout au monde, Van Gogh tient à son idée de peintre, cette terrible idée fanatique, apocalyptique d'illuminer. Pour Van Gogh, le monde doit se ranger sous le commandement de sa matrice à lui, reprendre son rythme compressé d'occultes fêtes en place publique et devant tout le monde remis dans la surchauffe du creuset. Cela veut dire que l'apocalypse, une apocalypse consommée, couve à cette heure dans l'étoile du vieux Van Gogh martyrisé, et que la terre a besoin de lui pour ruer de la tête et des pieds. Ce témoignage des archives dans lequel on entend Artaud qui est écrit sur Van Gogh, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'il s'agit de deux personnalités qui ont des rapports avec la folie sur lesquels ont écrit un certain nombre de gens, dont Patrick Coupechoux d'ailleurs, qui a écrit un livre de psychiatrie sur cette question-là. Et je crois que c'est très intéressant parce qu'on voit bien que la sensibilité, on pourrait dire même l'hypersensibilité d'Artaud, écrivain, joueur dans Jeanne d'Arc de Dreyer, etc., enfin qui a quand même défrayé la chronique des artistes pendant toute une partie du XXe siècle, et en même temps la même personne hospitalisée en psychiatrie parce qu'il décompensait sur le mode délirant à plusieurs reprises dans son existence, eh bien
très intéressant de voir comment il est sensible à la manière dont Van Gogh, lui-même très, on pourrait dire écorché vif dans la vie, va peindre le monde. Et alors, ce qui est intéressant et qui nous ramène un peu à Babouillec, c'est que probablement les schizophrènes, les autistes, si on peut faire un rapprochement peut-être un peu qu'il faudrait approfondir, et j'aurai pas le temps de le faire, mais ce sont des gens qui sont au fond des sensibilités à fleur de peau, et que pour les autistes, ça commence très tôt dans l'existence, et pour les schizophrènes, probablement qu'ils ont un développement relativement normal jusqu'à l'adolescence, et qu'ils apprennent un certain nombre de choses, notamment la peinture et l'écriture pour ces deux artistes-là, qui vont leur permettre de pouvoir mettre avec les arts le focus sur leur sensibilité particulière. On voit bien que quand Artaud parle de Van Gogh, il parle de la sensibilité absolument à fleur de peau de Van Gogh. Mais Artaud, quand il parle de Van Gogh, parle de la sensibilité à fleur de peau qu'il a en regardant les tableaux de Van Gogh. Donc on voit bien que ces deux artistes-là, chacun avec leurs médias particuliers, Van Gogh avec la peinture, Artaud avec l'écriture, est capable d'avoir un accès au monde, un accès au réel, disent les psychanalystes, très particulier, qui fait que ça nous donne une impression d'authenticité inouïe. Et c'est ce qui fait que souvent, ces artistes qui sont marqués du sceau de la folie ont un impact sur les névrosés que nous sommes, qui est tout à fait considérable. C'est pour ça que sans doute leur nom reste dans l'histoire des arts. C'est parce qu'ils ont un rapport avec la réalité qui est tellement, on pourrait dire, imprégné de sensations, qu'ils arrivent à faire passer ça de façon assez vertigineuse pour nous. Alors, il faut bien prendre conscience du fait que pour eux, ce n'est pas un exercice de sublimation, on pourrait dire, désinvolte. C'est une nécessité vitale. On a l'impression qu'il faut qu'il fasse sa peinture, Van Gogh, pour mettre entre le réel, qui est l'objet d'angoisse pour lui incoercible, qu'il mette une peinture pour pouvoir connaître un peu de tranquillité, ne serait-ce qu'un instant. On a l'impression qu'Artaud, il faut qu'il mette un texte entre la réalité en question et lui-même pour connaître quelques instants de sérénité relative. Et que pour eux, il y va de leur survie psychique de produire des œuvres qui, à nos yeux, sont des œuvres artistiques. Je crois que c'est des choses très importantes à connaître et qui font que, sans doute, la manière dont on les regarde, dont on les écoute, dont on les lit est tout à fait différente de la visite habituelle qu'on fait dans un musée où ces choses-là sont souvent assez passées sous silence. Et je trouve qu'à Lille, dans l'âme, le fait qu'il y ait une section qui soit consacrée à l'art brut ramène cette question de façon tout à fait vivante et c'est très intéressant de le penser à cette aune-là, celle de l'angoisse absolument déstructurante que l'artiste va colmater avec son art et souvent de façon absolument géniale. À l'écart des caméras, Nicolas Sarkozy a longuement rencontré ce matin les familles des deux aides-soignantes assassinées à l'hôpital psychiatrique de Pau en 2004. À l'époque, le suspect de ce double meurtre, un déséquilibré, s'était livré à la police. Cette semaine, le procureur de la République a requis un non-lieu. L'homme, déclaré irresponsable par les experts psychiatres, ne serait donc pas jugé. Le président de la République souhaite que dans ce type d'affaires, un procès puisse systématiquement se tenir. Quand vous avez votre femme ou un membre de votre famille qui est assassiné, qui est égorgé ou qui est décapité, et que la justice vous explique qu'il y a un non-lieu, c'est-à-dire que l'événement n'a pas eu lieu, imaginez quelles peuvent être les réactions des victimes. Le chef de l'État se dit prêt à modifier la loi. Actuellement, en matière de troubles psychiques, il existe une distinction. Le discernement du prévenu peut être altéré. Il est alors déclaré responsable. Mais si ce discernement est jugé aboli, le prévenu est déclaré irresponsable. Il n'y a alors pas de procès. Faire comparaître les fous, l'idée n'est pas nouvelle. En 2003, le ministère de la Justice avait déjà évoqué la possibilité de procès sans condamnation, mais établissant la réalité des faits. Une idée inacceptable pour les défenseurs des droits de l'homme, même si la procédure actuelle doit être humanisée côté victime. Ça ne saurait conduire en aucun cas à déférer quelqu'un qui est incapable, y compris de comprendre le sens de son procès, devant des jurés d'assises et lors d'un procès, ou même simplement devant des magistrats. Ce type de cas est depuis longtemps l'objet de batailles d'experts psychiatres, de plus en plus souvent tranchés par les tribunaux. Oui, alors là, on est devant un fait soi-disant divers, mais qui est un fait absolument démonstratif des effets qu'une personne schizophrène peut produire quand il n'est pas suffisamment pris en charge. Donc je pense que c'est ça le nœud du problème. Une personne schizophrène n'est pas suffisamment prise en charge. Alors il est dans la nature et il est amené à faire des actes qui sont des actes absolument horribles.
couper la tête d'une infirmière et la mettre sur la télévision. Je dois dire que dans le genre horrible, il n'y a pas pire que ça. Mais alors, la réaction primaire de qui que ce soit qui assiste à ces choses-là, c'est la réaction de la vengeance, tout de suite. Il faut punir ce type, faire un exemple pour que ça s'arrête, etc. Mais c'est totalement inadapté. Je pense que, bien sûr, on comprend que le public soit très ému de situations comme ça. Mais si on pouvait avoir un président de la République qui ait un discours un peu plus nuancé devant ses concitoyens qui l'ont élu à la présidence de la République et qui puisse dire, par exemple, un patient schizophrène a fait un crime odieux et la conclusion des premiers éléments qui sont portés à ma connaissance, c'est de voir que ce patient n'a pas été suffisamment traité. Je vais diligenter auprès du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, davantage de moyens pour qu'on prenne en charge les patients schizophrènes de façon plus satisfaisante. Je pense que les réactions des gens qui sont outrés par ce crime s'appuieraient sur cet argument qui me semble beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dialectique, pour se dire bon, c'est vrai que s'il avait été soigné, peut-être que mon patient, mon mari, ma femme auraient échappé à cette chose-là. Ça ne diminue en rien la peine de la personne à qui c'est arrivé, mais ça met la manière de traiter le problème dans une autre perspective que cette perspective qui est une perspective vengeresse, et selon laquelle il faudrait quand même hospitaliser 1% de la population. Je rappelle que les schizophrènes, les études épidémiologiques le montrent, 1% de la population de schizophrènes dans le monde entier. Donc vous voyez, il faut quand même qu'un type qui est en situation de responsabilité à ce point puisse proposer quelque chose qui soit un discours à partir duquel on va réfléchir autrement aux questions qui se posent. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'il y ait des moyens suffisants donnés à la psychiatrie pour s'occuper valablement des schizophrènes qui, quand ils ne sont pas pris en charge, peuvent être conduits à faire des passages à l'acte. Mais je rappelle à cette occasion-là que les schizophrènes ont ceci de particulier, qu'ils ne sont en général pas plus agresseurs sur le plan statistique que les autres citoyens ordinaires, mais que par contre, ils sont beaucoup plus victimes que les autres citoyens ordinaires. Donc j'en appelle au chef de l'État, il doit, quand il est responsable de ces choses-là, prendre aussi parti pour les gens qui sont dans la situation d'être des malades mentaux et ne pas défendre la société contre les malades mentaux, de faire apparaître que le malade mental est un être qui appartient à la société et qu'on lui doit de s'en occuper d'une façon qui permette qu'il ne fasse pas des passages à l'acte qu'on peut éviter quand ils sont suivis correctement. Mon confrère Emmanuel Venet fait un constat tout à fait affligeant de l'état de la psychiatrie d'aujourd'hui. Les personnes qui sont en prison, pour un grand nombre, dans les prisonniers, il y a une statistique effrayante du nombre de malades mentaux qui sont en prison actuellement. Un certain nombre d'eux sont dans la rue. Ceux qui devraient être suivis par les équipes de psychiatrie le sont au plus que les équipes de psychiatrie peuvent le faire, mais alors évidemment de façon très insuffisante, comme on l'a vu dans l'exemple dans lequel M. Sarkozy intervenait. Eh bien, tous ces constats-là montrent que, en fait, la psychiatrie, qui quand même concerne un nombre de patients absolument phénoménal, en France comme dans le monde entier, n'a pas du tout les moyens de réaliser les ambitions qui sont les siennes, c'est-à-dire de prendre en charge effectivement les patients qui ont besoin de ces prises en charge absolument pour survivre. Et évidemment, beaucoup de gens sont laissés à l'abandon. Alors ça, c'est vraiment pour moi un constat terrible, parce que cette misère de la psychiatrie qui est décrite fait écho avec un numéro de la revue Esprit qui était paru en 1952, dirigé par Philippe Paumel, qui s'appelait déjà « Misère de la psychiatrie ». Et c'était cette psychiatrie qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale complètement esquintée par la mort de 45 000 malades mentaux sur 70 000 hospitalisés, qui était un scandale dont on commence heureusement à parler. Et je me félicite que François Hollande ait songé à commémorer cette atrocité historique. Mais on voit bien que dans les années 2016, c'est-à-dire 60-70 ans après cette manière un peu angoissée que Philippe Paumel avait de
montrer ces ignominies qu'on réservait aux malades mentaux, eh bien, on risque de retourner à ce même état de la psychiatrie publique notamment. Un de mes collègues, Thierry Najman, a écrit récemment un livre sur les lieux d'asile dans lequel il fait une analyse de ce qui se passe en France et il montre que la plupart des services de psychiatrie sont fermés alors que 95% des patients sont en service libre, qu'un certain nombre de patients qui sont agressifs sont en contention alors que ça devrait être un symptôme qui appelle les équipes à pouvoir répondre autrement. Alors, il ne s'agit pas de juger les équipes de soignants qui font ce qu'ils peuvent en général avec les moyens qu'elles ont. Il s'agit de voir un signe que la société envoie à l'adresse des malades mentaux. Et je crois que c'est très important de bien prendre conscience avec Michel Foucault, qui avait beaucoup travaillé sur cette question-là, qu'on considère l'état de civilisation d'une société à la manière dont elle considère ses fous, ses malades mentaux, ses prisonniers et peut-être aussi ses enfants. Et je crois que l'état actuel de la psychiatrie est très très inquiétant parce que finalement cette dimension d'humanité tout à fait essentielle à son fonctionnement risque de disparaître avec un fantasme qui serait désastreux, qui est porté par certains que les neurosciences pourraient apporter toutes les réponses pour la psychiatrie. Autant je suis un partisan défenseur de l'importance des neurosciences dans la psychiatrie et j'encourage de mes voeux toutes les recherches qui sont faites et j'ai moi-même fait nommer un professeur de pédopsychiatrie il y a quelques années dans mon service de pédopsychiatrie à Lille qui est un grand neuroscientifique, Renaud Jardry. Eh bien je pense qu'il faut en même temps relativiser l'importance des neurosciences dans l'exercice de la psychiatrie. On ne peut pas penser que les neurosciences pourraient se passer de l'apport absolument incontournable de tout le domaine psychothérapique. Et je crois que c'est le domaine psychothérapique qui est porteur d'humanité dans la relation que les soignants peuvent entretenir avec les patients. Et je crois que c'est ça qui risque d'être sacrifié sur l'autel du modernisme. Et je m'élève évidemment contre cette tendance fâcheuse à oublier l'humain dans ce qui fait toute notre humanité. Là, évidemment, vous me touchez droit au cœur parce que cette fugue de la Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, pour moi, c'est un morceau fétiche. Je l'ai joué il n'y a pas très longtemps dans un concert que mes amis de Marseille m'avaient demandé de faire au Temple protestant à l'occasion d'un congrès de psychiatrie, de psychothérapie institutionnelle. Et vraiment, c'est pour moi la représentation Jean-Sébastien Bach du génie humain le plus accompli. La musique, pour moi, est une
une passion très ancienne que je cultive et qui me sert à transformer toutes les angoisses que j'ai pu éprouver dans le métier que je fais, dans la rencontre avec les personnes schizophrènes, les enfants autistes. Et ça m'aide à sublimer vraiment, à transformer ces choses-là et à pouvoir avoir de la continuité d'existence dans un métier très difficile que j'accomplis. Et alors évidemment, cette idée que la musique a longtemps été une des spécialités de la mathématique est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et je crois que de pratiquer la musique, c'est quelque chose qui est finalement une sorte d'ascèse qui nous demande de pouvoir en même temps être au clair avec notre corps. Une main qui va jouer le thème de Jean-Sébastien Bach, là, la, sol, la, fa, la, mi, la, ré, et puis la main gauche qui va rejouer ce thème sur une autre tonalité, et puis les pieds, vous l'avez vu dans le petit extrait, qui vont également jouer. Donc il faut quand même une certaine harmonie dans le corps, dans l'image du corps, pour pouvoir jouer de cet instrument formidable qu'est l'orgue. Mais en même temps, on voit bien que, en même temps qu'on peut jouer avec son corps qui est ainsi mis en mouvement, en même temps, dans le théâtre intérieur se déroule une sorte de sérénité inaccessible qui approche quand même grâce à la musique. Et au fond, j'y vois une très belle image de ce que peut être l'aventure humaine, une sorte de contrepoint qui réunit les différents éléments de l'existence, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie artistique. Et en fait, tout cela se conjugue un peu comme une fugue de différentes modalités, mais pour produire une harmonie. Et à chaque fois que finalement l'occasion m'est donnée, j'aime bien aussi jouer de la musique pour pouvoir montrer que tout ce que j'ai entendu, par exemple, dans un groupe de travail dans lequel on m'a demandé de donner mon point de vue sur tel et tel enfant qui était très mal, m'évoquait aussi sur le plan musical. Et je vois bien que, par exemple, à l'occasion d'un groupe de travail récent où j'ai eu l'occasion de jouer un morceau à la fin de ce groupe de travail, le fait de pouvoir conjuguer la parole, le vécu de la souffrance psychopathologique, les éléments transférentiels avec la musique, c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Et en fait, j'ai l'impression que cette musique m'a vraiment permis de vivre ma vie avec une sorte de contrepoint présent qui était là depuis le début, puisque j'avais commencé à faire de la musique très tôt dans mon existence. Et vraiment, je remercie beaucoup Jean-Sébastien Bach, qui ne le sait pas, de m'avoir autant inspiré pendant cette trajectoire vitale.